Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial sortie de mois de juin. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Et avant d'attaquer les sorties, on doit juste revenir quand même sur un phénomène qui se déroule dans les cinémas. Ben, j'ai commencé, mon premier point, c'était Retour sur Mai. Je pense, voilà. Vu qu'on en fait moins souvent, ça vaut la peine. Oui. Avant d'arriver sur ce gros phénomène qui marque plus la fin du mois, je voudrais quand même souligner que Michael, qui est sorti en avril, fin avril, passe au travers du mois de mai, est encore à l'affiche quand même en force au juin. Là, il est encore top 5 du box-office. Ouais. Alors, c'est un phénomène. Il a battu Bohemian Rhapsody au box-office. Ah oui, OK. Nord-américain, international, là, il est en voie de le faire dans les prochains jours. C'est ça. Là, évidemment, je pense que les salles qui ont un petit peu moins d'écran, je sais pas, là, peut-être 8 écrans et moins, vont commencer à bientôt le laisser aller pour la quantité de nouveautés, mais il y a ça. Diable s'habille en Prada aussi, qui était rentré en grande force c'est le 1er mai. Ouais, c'est ça. Solide ouverture. Là, il casse un petit peu plus vite justement qu'un Michael qui va se maintenir. Là. Je pense qu'il risque de glisser peut-être hors du top 10 bientôt, mais gros succès. Je n'ai pas noté par rapport au premier ou quoi que ce soit. Ça doit être plus. Oui, beaucoup plus. Je pense qu'il a franchi le 200 millions nord-américains, mais surtout à l'international, qui était comme 600 millions. Là, fait qu'il a un énorme succès. Ben, ce que j'ai vu aussi, c'est que suite à cet énorme succès... Écoute, je les ai pas en tête là, mais il y a eu d'autres exemples, des Colin Hoover, des choses comme ça que on dirait que pendant quelques années, on a laissé de côté les films qui s'adressaient plus à un public féminin en étant beaucoup dans les films pour les gars, puis des films d'action, puis des super-héros, puis des bonhommes de même. Puis là, tranquillement, il y a quelques histoires comme ça de succès qui font comme OK, c'est vrai, il y a ce public-là, puis quand on leur offre des films, ben, ils sont au rendez-vous. Puis Prada est un exemple que, tu sais, ça a fait de quoi, 80 millions quand ça a sorti, puis tu sais, après, ça a eu une chute un peu traditionnelle, puis ça a descendu, puis c'est comme OK, il est capable d'avoir un buzz. Puis là, quand je dis, vous savez, on dit féminin et masculin, on n'exclut pas, n'importe qui peut aimer n'importe quoi, il n'y a pas d'enjeu, mais tu sais, la démographie principale que le film va chercher, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on va continuer à en mettre de plus en plus. Ben là, juste Colin Hoover, je le dis dans l'exemple, parce qu'elle a 1 à 2 films par année de ses adaptations. Mais tu sais, il y a des Jane Austen qui reviennent, il y a des créations originales aussi, il y a des suites de franchises, il y a tout. Fait que c'est aussi important dans l'écosystème, finalement. Ouais, puis moi, je vais juste revenir sur Michael. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a vraiment un jeune public qui se déplace pour aller le voir. Oui, c'est vrai. Fait que ça, je sais pas si on s'y attendait du côté de Lionsgate, si c'était dans leur étude marketing, mais en tout cas... c'est quand même fascinant de voir que moi je suis allé voir avec mes enfants aussi qui n'ont pas connu Michael évidemment, ils le connaissent parce qu'ils l'entendent jouer évidemment ici et là, mais non, c'est fascinant de voir ça. Ouais, puis tu sais le film il sort quand même bien, c'est-à-dire que il y a un temps là, quand les polémiques sont sorties, puis Finding Neverland, puis toutes ces affaires-là, ben là le monde boycottait un peu Michael Jackson, mais je sais pas, là, tu sais, le temps je dis pas arranger les choses, mais tu sais, ça a passé, puis là, le monde a fait comme, ouais, ben, tu sais, Billie Jean, c'est bon pour vrai. Puis c'est revenu, fait que oui, peut-être que pour aussi un public plus jeune, c'est comme, ben, tu sais, il y a des grands astérix sur sa vie personnelle et des affaires et des trucs qui ont été essuyés hors cours et plein de choses, mais reste que comme c'est un prodigieux musicien et comme tourmenté qui a ses problèmes à lui, qui pardonne pas les actes, mais tu comprends qu'il est un peu spaced out, le jeune. C'est certain. Fait que, on avait-tu parlé aussi... Ouais, je pense qu'on avait parlé là, de pourquoi la fin était différente. Oui, on avait on reviendra pas là-dessus. Puis là, le mois était complètement horreur. On l'avait annoncé au mois de mai. Il y a eu Okum. Après, on enchaînait avec Obsession, avec Le Passager, et ça a fini avec Backrooms. Et là, Obsession, là, ça pète des records parce que ça fait 3 semaines de suite qu'il ne fait qu'augmenter en box-office. Puis, tu sais, ça arrive à l'occasion, mais c'est quand un film ouvre sur 5 écrans, puis qu'après, la semaine d'après, sur 1000. Fait que c'est normal, là. Mais là, sur un constant, en même, il gagne quasiment une 50aine d'écrans par semaine, là, tu sais, de monde qui n'était pas dans le bateau, mais il était déjà à 2000 quelques. Tout le monde veut embarquer dans le bandwagon, comme on dit. C'est quoi? C'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était E.T. il y a 40 ans. C'est ça? 45 ans? C'est hallucinant comme record. E.T. l'avais-tu fait 3 semaines en ligne aussi ou juste 2 semaines? Faudrait que j'aille voir, mais je pense que c'était plus que ça. Mais, qui a continué d'augmenter pendant plusieurs... Oui.
Parce que lui est resté, je pense que le record le plus de semaines numéro 1, je pense que c'était 13 semaines, quelque chose comme ça. Non, ça c'est pas prêt d'être battu. Non, là. vraiment Ça pas. se peut plus. Là. C'était assez fou. Et c'est ça, il y a ça. Et Backrooms Ouais. qui a déjoué tous les pronostics. Au début, c'était Vraiment. du 20 millions. Puis là, plus on s'approchait, peut-être du 40, peut-être du 50. Puis même au début de la semaine, là, les horaires étaient comme faits. Puis la programmation pour la plupart des cinémas, on était lundi, mardi, c'était 40, 50, peut-être 60. Puis là, on est arrivé. Puis je pense que chez les professionnels du mesurage de prévision puis de box-office puis tout, il y a eu comme des choses incalculables, immesurables, puis c'est comme la génération Z puis Ouais. les teens qui suivaient ce phénomène-là, qui sont allés le voir, puis qui avaient peut-être pas tout acheté des billets en pré-vente, mais leur engouement a été difficile à mesurer, alors que d'habitude, dans le ballpark, comme on dit, dans la cible, on est assez bon dans ces affaires-là. Tu sais. Ouais, je pense que ce sont juste comme crinqués à la dernière minute. Là, Ouais. puis, hey, tu viens-tu? Je vais aller C'est voir. ça. Puis là, ça se parle. Puis là, ils vont en gang. Puis, Fait que là, nous, au moment d'enregistrer, on est au jour J, on est au vendredi matin du deuxième week-end. Puis là encore, les prévisions étaient comme assez basses, comme s'il y aurait une grosse drop comme un 5 nuits chez Freddy. Puis j'ai pas l'impression que ça va être comme ça. Je pense que, évidemment, il fera pas comme Obsession. Là, il va pas remonter encore plus, mais je pense qu'il risque d'avoir peut-être une chute raisonnable dans je sais pas, 40 et 55%, là, pas du 77 comme un peu ce qu'ils mettent. Là. Ouais, d'autant plus que la réaction des gens, des cinéphiles semble très positive, semble apprécier le film, parce que des fois, si le film est mauvais, le bouche-oreille, ça casse tout de suite, mais je pense que ça va durer un peu. Puis le point commun de ces films-là, entre autres, ce ne sont pas les seuls, mais ça rappelle Iron Lung et tout, c'est des créateurs de contenu, c'est pas des influenceurs, là, on met ce mot large-là, mais c'est des gens qui créent des courts-métrages, qui mettent ça sur YouTube, qui cumulent des millions de vues. Puis je parle de Curry Barker aussi pour Obsession, qui fait plus dans l'humour noir, des choses comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils ont créé leur fanbase puis qu'ils sont devenus populaires. Fait que plutôt que faire des courts-métrages qui vont aller à Sundance ou à je sais pas où puis qu'après on leur confie un film, ils ont déjà un auditoire qui est prêt à les suivre puis qui est prêt à voir leurs propositions. Exactement comme le phénomène Iron Lung, que lui, il fait son film, je mets mon argent là-dedans, j'ai les droits, je mets beaucoup d'argent, là, ça avait quand même coûté 1,5 million, là, fait qu'ils ont des liquidités. Mais après ça, il était comme, j'ai réussi, je vais avoir 200 écrans aux États-Unis, je suis vraiment content. Puis là, tout le monde se sont mis à écrire, hey, pourquoi vous jouez pas ce film-là? Bon, là, il y a un buzz, on va le prendre. Puis ça a fini comme une distribution extrêmement large, comme si c'était un Warner ou un Universal. Fait que c'est des phénomènes comme ça. Là, dans le cas des autres, ils étaient déjà attachés à des studios. Là. Mais c'est de voir, il y a un bastion. Il y a du monde qui sont prêts à aller voir le film. Puis après, ça convainc les gens qui ne connaissent pas d'aller le voir, là, comme n'importe quel cinéaste. Mais on sentait ce changement-là. C'était l'année dernière qu'il y avait eu le documentaire sur l'Everest, mais j'ai oublié de... c'est Kaizen, c'est un Français. Ouais, là. c'est ça. C'était une sortie Inox limitée. Tag. Ouais, c'est ça. Mais qui avait attiré du monde comme pas possible. C'est ça. Puis même si, lui, évidemment, les créateurs de contenu comme ça sont beaucoup avec YouTube, fait que souvent, ils ont des deals. Fait qu'il allait sur YouTube, genre à partir du lundi, puis c'était comme vendredi, samedi au cinéma, puis ça a quand même généré énormément d'entrées. Là, tu sais, aux États-Unis, c'était moins gros, là, fait que c'est pas une affaire de 12 millions, là, mais pour la francophonie, c'était énorme. Puis cette semaine, je l'ai même pas mis dans mes sorties, mais excusez, il y a le Amazing Digital Circus The Last Act, qui est comme une série YouTube d'épisodes de 30 minutes. C'est un dessin animé australien là, en 3 dimensions, perdu dans un univers fantastique. Puis là, le dernier épisode sort au cinéma, exclusif pour 2 semaines. Puis ça a commencé hier, le 4 juin, puis j'ai pas regardé, mais ça a fait des recettes folles. Là. Il sera pas numéro 1 ce week-end. Là. Il va y avoir des films plus gros, mais il y a quand même des attentes d'à peu près 10 millions de dollars. Là. Pour ce que c'est énorme. Là. C'est fou, là. Ça. Là. Pour quelque chose qui était, gratuit sur YouTube. Puis le dernier épisode, c'est même pas exclusif, c'est une primeur exclusive. Exact. Il va être sur YouTube éventuellement. Puis les gens sont prêts à défrayer pour le voir en gang, pour le voir dès que ça sort, parce que c'est la nouveauté. Là. Ça a toujours été ça, le cinéma aussi. Là. C'est pour ça que les premiers week-ends sont les plus gros. Ouais. Donc, fait que, c'est comme des moments intéressants qu'on vit. Évidemment, c'est pas... je lis un peu les articles dans les journaux, tout ça, qui en font comme un phénomène.
en partie vrai, mais c'est parce que ces gens-là viennent de la plateforme YouTube et ça, c'est la première fois que ça arrive. Ils ont une plateforme de diffusion pour mettre leur création, mais sinon, des films faits en dehors du système des studios américains, produits indépendamment, qui ont eu des grands succès, il y en a toujours eu. Oui, c'est ça. C'est un peu la nouvelle école de cinéma. Puis là, c'est Talk of the Town parce que les 2 films sont sortis à 2 semaines d'intervalle, puis les 2 ont ce genre de succès-là et tout. Moi, je pense qu'on va continuer d'en voir. Au point où, à un moment donné, on va voir aussi des insuccès. Là. Ouais. C'est certain qu'il va y avoir des flops. C'est certain. Ouais. Fait que, voilà. Alors, qu'est-ce qui prend l'affiche le 5 juin? C'est quoi que tu penses qui est le plus gros film pour toi ou que tu veux aborder en premier? Là? Ben, écoute... Allons-y avec le plus gros, mais c'est moi, pas ton coup de cœur. Ben, en fait, c'est que je dois confesser que je connais pas cet univers-là. J'ai raté ça. C'est les Scary Movie, dont le nouveau film de Michael Titus, qui est le 6e film d'ailleurs de la franchise. Oui, mais là, c'est le classique, c'est qui s'appelle juste Scary Movie. Ça, film de peur, on a enlevé le chiffre, donc c'est le même titre que le premier. Scary Movie, ça a commencé en 2000. Ce sont des parodies de films d'horreur des frères Marlon et Damon. Wayans. Marlon et Damon. Ouais. Mais c'est Sean qui jouait dedans. Damon, et je pense pas qu'il a joué dedans. Fait que, bref, 2-3 Wayans là-dedans. Là. Plusieurs. Mais Anna Faris et Regina Hall. Puis ils ont toujours été ensemble. Puis dans le fond, c'est des parodies des films d'horreur qui sont populaires en ce moment ou des films... suspense et blockbuster grand public. Là, le premier parodiait beaucoup Scream. Ouais, exact. D'ailleurs, le personnage est carrément Ghostface. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est une copie du tueur. Qui était produit par le même studio d'ailleurs. Fait que ça, c'est quand même drôle. C'est vrai. Que les producteurs de Scream se parodient. C'est parce qu'ultimement, c'est exactement le même public. Puis Scream est quand même déjà méta puis funny de ça. C'est juste, il est moins comique dans sa manière, mais il est conscient de ce qu'il est puis qu'il est un film d'ado, tu sais. Fait que ça a été un gros succès. Moi, c'est exactement mon époque parce que c'est sorti, j'avais 14 ans, fait qu'on était là-dedans. Puis, ben, le premier a été un énorme succès, mais ça nous mène aussi avec le concept des comédies de studio américaines, de gros blockbusters de comédie, les airs de Ben Stiller, puis de toutes ces affaires-là qui ont quand même diminué ces temps-ci. Depuis quelques années, il y en a plusieurs qui ont été achetés par des plateformes, des deals d'Adam Sandler, des choses comme ça. Et c'est même le concept même des films parodiques. Après, c'est devenu du straight-to-DVD vraiment, parce qu'il y en a eu trop. Là. Il y en a eu une autre gang de frères. Là. Puis c'était tout Date Movie, puis Disaster Movie, puis ces affaires-là. Exact, là, puis c'est toutes des blagues de coups d'un chenol. Puis, fait que là, on revient en force. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas eu, je pense. Non, j'ai perdu mon onglet. C'est ça. Fait que le premier avait cumulé quand même aux États-Unis 157 millions de dollars. Mais tu vois, le deuxième, ça a été une drop à 70. Le 3 est remonté, était fort. Là. C'est lui qui avait Charlie Sheen qui a commencé à jouer dedans, 110. Mais là, après, un peu une débandade, là, 90 puis 32 pour le numéro 5, qui est il y a 10 ans, à peu près 10-12 ans. Fait que c'est une franchise un peu oubliée qui revient à la vie. Les prévisions pour la fin de semaine sont super grandes. Les deux amis se retrouvent, les personnages sont là, des nouveaux tueurs. Puis là, on a comme un 10 ans à aller rechercher. Fait qu'on va se moquer, de Weapons puis des films de l'an passé, mais je pense que des films qui ont manqué il y a 8 ans, ils vont se les permettre aussi. Là. Fait qu'on voit déjà que les préventes sont très fortes. J'aurais cru que ça serait une œuvre mineure, mais ça va être un phénomène. C'est la bonne période pour ce genre de film. C'est la nostalgie, c'est toujours payant quand c'est un petit bout qu'on n'a pas eu de ce nouveauté-là. Puis ce genre-là, comme je dis, fait que probablement que ça... Ouais, je pense qu'ils vont être capables d'aller renouveler chez des nouveaux ados aussi. Ouais. Moi, je me retrouve avec cette curiosité de le voir. Je pense pas que je vais y aller ce soir, premier jour, mais je vais sûrement aller le voir pour revisiter ce concept-là, qui est un peu juvénile, mais tu sais, faut pas bouder son plaisir non plus. Hein, voilà. Puis je pense que c'est des films qui rejoignent aussi beaucoup la communauté afro-américaine à cause de la famille Wayans, justement. Ouais. Et là, ils reviennent, eux, parce qu'ils avaient quitté après le deuxième film. Ils étaient en brouille avec les frères Weinstein, qui étaient les producteurs. Fait qu'ils ont juste fait les deux premiers. OK. Puis, c'est vrai, ben oui, parce que c'est Simon Rex qui était comme... Anna Faris était dans toutes, là, il me semble. Peut-être pas le 5. Ouais, c'était pas dans le 5e. J'ai peut-être même pas vu le 5e. Ça se peut. À un moment donné aussi, eux-mêmes se sentaient épuisés de tout ça. Là. Parce qu'à un moment donné, c'est David Zucker, je pense qu'il a peut-être fait le 3 et le 4, là, lui qui était derrière Naked Gun, puis Top Secret, ces affaires-là. Fait que je sais qu'en tout cas, il était impliqué dans un, j'avais vu ça. Donc, si vous voulez rire, évidemment, c'est le film. Oui, puis en parlant du Naked Gun l'an dernier, quand ils ont ressorti le reboot, il a très bien marché au cinéma, justement. Fait que je
pense qu'on va en revoir de plus en plus jusqu'à temps qu'on sature le marché. Pour l'instant, ça va. Fucker-in-Law qui revient aussi cet automne. On est là-dedans, là, des Ben Stiller, justement. En prochain Spaceballs 2. Voilà, donc, fait que ça revient. Si vous voulez quand même de la légèreté, Masters of the Universe de Travis Knight en offre pas mal dans son ton. On parlait du ton d'autodérision, justement. Alors, on en est rempli ici. Masters of the Universe, c'est comme une... On sait pas d'où ça vient, mais en fait, ça vient de petits bonhommes. C'est des figurines Mattel du début des années 80, à l'époque où on créait des jouets, puis après, on faisait un dessin animé pour vendre les jouets. Fait que c'est pas des objets dérivés, c'est l'inverse. Là. C'est l'objectif, c'est vendre ça. T'as des grosses infopubs pour les jouer. C'est ça, il y avait une bonne série sur Netflix quand même de Toys That Made Us qui en reparlait, là, avec le ton classique des docus de Netflix. Mais c'était gros Masters of the Universe parce qu'il est arrivé juste après la fin de Star Wars. Et là, ça a occupé cet espace-là. Il y avait G.I. Joe aussi. Comme en même temps. C'était les deux grosses séries. Mais, Transformers est arrivé un petit peu après? 2 ans plus tard. Ouais, c'est toute tête, là, très années 80 tout ça. Hein? 82-86, là, c'est les jouets de jeunes garçons, c'était fort. Il y avait eu un film en... C'est pas justement en 86? 87. Ouais, avec Dolph Lundgren qui jouait parce que c'est un colosse musclé. Ouais, E-Man ou Musclor en français. C'était vraiment un film de série B, produit par la Canon. Fait que ça se sentait et on avait complètement dénaturé en plus. Oui, c'était pas la même histoire. Ça se passait sur la Terre tout le long, puis courir après des sceptres. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Est-ce que Travis Knight il y a un petit passage sur la Terre, mais le prince Adam doit retrouver cette épée magique qui va lui donner sa force et son beau suit pour aller sauver sa planète. Fait que la majeure partie du film se passe donc sur cette planète-là, mais comme lui, ça fait une quinzaine d'années qu'il n'y est plus, il est un peu mêlé, fait qu'il a besoin de se faire rappeler les codes de la place. C'est Nicholas Galitzine. On est aussi on dit que la comédie revient, on est dans une ère de nouveaux héros. Je pense aussi à David Corenswet, qui est le nouveau visage de Superman. Nicholas Galitzine, on l'a vu dans Les Moutons Détectives, c'est lui qui faisait le journaliste, mais sinon dans la comédie Bottoms, plus niché, mais qu'on a adoré, il joue le même ton un peu gentil idiot. Dans l'autre, il est un peu plus douchebag, là, mais ici, gentil idiot, mais qui a pris à peu près 35-40 livres de muscles depuis ces 3 ans-là. Et Camelia Mendes, qui est plus une vedette de Riverdale. Oui, jouait Veronica Lodge. C'est ça. D'autres faces connues, Idris Elba, Alison Brie, Jared Leto, on le crie pas en grande trompe, mais il fait du bon boulot pour être Skeletor, le méchant classique qui ricane et qui a des plans machiavéliques. Il est en CGI par-dessus lui, sa voix est un peu modifiée pour ressembler plus, fait que... J'ai l'impression qu'on l'a pris pour le nom. Puis après, on s'est rendu compte qu'avec l'échec de Ultron, de Tron, on a fait comme on le dira pas trop que c'est lui. Mais il fait très bien la job. Puis on l'associe pas à de la comédie un peu. T'es un peu en contre-emploi, je trouve, d'une certaine façon. Fait que voilà, Masters of the Universe, c'est ce ton d'autodérision qui rappelle, pas qui est pas méta ou un peu clever, là, têteux, là, mais plus qu'on avait dans les Thor, Love and Thunder, Ragnarok. Moi, je compare plus à Dungeons and Dragons aussi, ce petit côté-là, justement, qui brise pas le concept qu'on fait un film, mais qui se prend pas trop au sérieux, dans le sens que c'est très comique, pouquesque. On le sait que c'était, tu sais, à la fin, quand il rit les mains sur les hanches, puis des choses comme ça, qu'on est comme dans les clichés des dessins animés qui étaient un peu l'aventure de la semaine, si on veut. Fait que la table est mise pour pouvoir avoir plein d'aventures de He-Man. On va voir, parce que le budget est énorme. On parle de 200 millions, mais c'est Amazon qui est derrière ça. Donc, ils ont les poches solides. Eux veulent juste ramener du monde après ça sur leur plateforme. Je suis curieux de voir, mais moi, j'ai quand même beaucoup apprécié, d'autant plus que Travis Knight a offert le meilleur des Transformers, qui est Bumblebee, que j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai été surpris, par contre. J'imagine, on assume pleinement le côté camp, là, donc c'est très bon enfant comme ton. Et... des blagues de double sens quand même. Oui, quand même quelques gags un peu surprenants. D'épée puis de cuisses. Puis... Mais c'est surtout, je dirais, de l'hommage dans le ton au vieux Flash Gordon de 1980, donc de ma génération que tu n'as pas connu. J'en ai très peu de souvenirs. J'avais vu enfant, mais je l'ai réécouté il y a peut-être une dizaine d'années parce que les films Ted l'avaient remis de l'avant. Parce que dans le film Ted, puis le Mark Wahlberg trip sur ce film-là, qui était
très camp, très bande dessinée, avec la musique de Queen. Fait que ça faisait des gros clashs esthétiques. Et d'ailleurs, on reprend ça dans ce film-là. Fait que pour les des plus hits vieux, classiques de Darkness qui reprend, qui compose des tunes de cette esthétique-là, mais de même glam rock. Brian May, le guitariste de Queen, joue donc les solos de guitare dans Masters of the Universe. Ouais, des scènes de combat très rock, justement. Ouais, là. c'est cool. Fait que esthétiquement, ça va être assez spécial. Je sais pas qu'est-ce que les jeunes vont en penser parce que c'est quand même le public cible, je trouve, par l'humour. Ça vise quand même assez jeune, je pense. C'est comme du 8 ans, là. Moi, je trouve que c'est très tôt, là. Ouais, c'est quand même petit gars, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le scénario essaie d'être un peu... de réveiller certaines réflexions par rapport au cliché là, de justement les gars c'est les gars, les filles c'est les filles, sans trop se mouiller, là, c'est loin d'être woke, mais d'être un peu des scènes de dire on a le droit d'avoir des sentiments, mais en même temps en ont-ils vraiment là? Oui, c'est ça. D'ailleurs on s'amuse avec ça, le friend zone et tout ça. Mais ceci dit, pour les amateurs donc de la première heure, on a enfin vraiment le film que l'univers méritait, parce que je veux dire, on reprend les dessins animés, les personnages, les figurines sont à peu près toutes là. Fait que c'est le fun de voir ça, de les voir sur grand écran et rester jusqu'à la toute fin, ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on a manqué deux scènes. Non, il y en a 3, donc post-credit scene. C'est ça que j'ai été long. Donc, le premier vient rapidement, qui va peut-être pas diviser un peu le fandom parce que c'est un personnage plus ou moins aimé par tous, mais rester à la toute fin parce que ça annonce l'agrandissement de l'univers. Okay. Et j'en dis pas plus, mais ceux qui connaissent, comme on dit. Tournez le voir. Ouais, faut aller voir ça. Bon, dans un autre registre, le 5 juin, on a aussi La Maison des femmes de Mélissa Godet. Ouais, pour qu'il s'agisse d'un premier long-métrage. Tout à fait. Quand même audacieux, disons périlleux. Là, on parle ici d'une médecin et de son équipe qui luttent pour sauver un refuge où elles accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences conjugales. Ça met en vedette Karine Viard, Laïsia Doche, Oulaya Amamra, Aye Aïdara. C'est-tu fait? Ouais, c'était ça. Ok, c'est bon. Je savais pas. Des fois, quand je copie des noms un peu singuliers, le correcteur automatique passe dessus, puis je sais comme. Ouais, je me suis mêlé. Pierre Deladonchamp, fait que, tu sais, on suit un peu. C'est un film choral. Chacune a leurs difficultés à la maison. Puis ce qui se passe au travail, des difficultés au travail, mais qui se soutiennent, qui ont besoin d'aller chercher des fonds, qui magouillent un peu pour arriver à leur fin, là, bluffent un peu auprès des institutions. C'est une comédie dramatique, fait qu'il y a un ton qui est quand même bon enfant, c'est pas du mélodrame, même s'il y a justement des violences, mais dans l'aide, dans la lumière, très quand humain, même. c'est ça. Ça a connu quand même un bon succès en France. C'est très agréable à écouter. Ça sort quand même une bonne période, je trouve, pour ce genre de film-là. Oui, un très beau drame social, donc inspiré évidemment de cette maison-là, qui existe, qu'il y en a même plusieurs maintenant depuis en France. Donc, Mélissa Godet. Il y en a-tu au Québec aussi, ils ont un nom différent? Je pense qu'on a des équivalences, mais je pense pas qu'une affiliation directe. Là, mais il faudrait vérifier. Mais donc, la réalisatrice, elle avait entendu justement la fondatrice, la médecin fondatrice de la Maison des femmes à la radio en entretien, puis ça lui a donné le goût de travailler sur ce film-là. Donc, à voir pour les comédiennes, tu l'as dit, vraiment une très bonne brochette de comédiennes aussi là-dedans. Oui, qui ont tous du caractère. Ouais. C'est cool. Oulaya Amamra, on la voit de plus en plus dans les films, puis je l'aime beaucoup. Beaucoup de bagou. Moi, j'aime bien aussi. Donc, vous aimez le cinéma français. Puis même là, au-delà de ça, c'est un film qui est très accessible pour tout public, là, honnêtement. Juste une belle histoire remplie d'humanité et d'espoir. D'empathie, justement, à la mode de la série. Ce qu'on a probablement besoin de nos jours. Voilà. Lire Lolita à Téhéran de Eran Riklis. On est ici plutôt dans le récit autobiographique d'Azar Nafizi. On est au lendemain de la révolution islamiste en Iran et c'est une professeure de littérature qui va former avec des anciennes étudiantes un club de lecture dédié aux œuvres interdites par le régime. Il y en a énormément, disons. Fait que c'est juste pour cette idée un peu de révolution, mais plutôt de protéger nos droits puis de cultiver son intellectualité puis de dire ça existe puis c'est comme ça. T'sais. Même si c'est des mœurs qu'à la limite on pratique pas ici,
on a le droit de savoir comment ça se passe ailleurs, tu sais. Fait que c'est un film qui évolue au fil du temps, là, si on veut, là, dans tout ce qui se passe en Iran, puis avec justement le personnage. C'est une vraie personne, là, Azar Nafizi. Ouais. Et c'est joué avec force par Golshifteh Farahani. Ouais, ça, c'est un film que j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Je pensais que tu avais eu l'occasion de le regarder. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais je suis bien curieux, puis c'est une thématique qui m'intéresse, d'autant plus qu'elle est prof à l'université, elle s'est exilée c'est ça. Aux États-Unis, je pense. Ouais, elle a fini par arriver aux États-Unis, puis c'est de là qu'elle a écrit un peu son mémoire, puis ses mémoires. D'autant plus d'actualité, parce qu'il faut souligner quand même le décès de Marjane Satrapi cette semaine, qui a été une des premières à parler justement aussi de ce régime-là. Avec Persepolis, c'est tout ça, BD qui est devenu un film d'animation. Donc film plus politique engagé. Oui, mais on est plus dans le nécessaire, drame ici. Il n'y a pas le côté comédie, n'y est pas. Est-ce qu'on va au 12 juin? Oui, tout à fait. 12 juin, la grosse sortie. C'est le grand retour du maître du cinéma. Le maître et toute son équipe, je te dirais. Oui. Disclosure Day, la révélation de Steven Spielberg. Je dis toute son équipe, c'est David Koepp qui est au scénario, lui qui l'a aidé dans ses plus grands succès, dont Jurassic Park. C'était une adaptation, évidemment. Mais War of the Worlds, quand même, qui avait cette thématique-là extraterrestre. Et à la limite, Indiana Jones 4 aussi. Oui, puis Rencontre du troisième type. Puis John Williams retourne à la musique. À chaque fois, il dit que c'est son dernier film. Je pense que quand Steven lui lâche un coup de fil, il dit OK, je vais en faire un autre. Je pense qu'il est comme pseudo sorti de sa retraite là, pour ça. Mais c'est une 30e collaboration, j'ai noté, entre Williams et Spielberg. C'est fou. Là. Puis là, j'ai pas fouillé plus loin. Là. Je sais pas si, mettons, les monteurs-monteuses, c'est encore du monde avec qui il a déjà travaillé. Oui, puis... absolument. Janusz Kaminski. Monteur, là, probablement que son monteur d'époque, je pense que c'était Michael Kahn. Non, mais c'est sûr que c'est plus le même pour tous ses films. Mais je veux dire, ça se peut que ce soit du monde qui ont déjà fait une couple de films avec lui. Au générique, Emily Blunt, Josh O'Connor, qui est complètement... On est complètement O'Connor là, depuis 2 ans. Là, il est dans plein de trucs. Colin Firth, Coleman Domingo. Le scénario est assez cryptique. Synopsis, là, on est encore cette idée qu'il y a un secret qu'il y a des extraterrestres parmi la Terre. Nous. Et que le personnage de O'Connor trouve cette information-là et veut la révéler au grand jour pour que tout le monde soit au courant, le sache. Et là, il y a des gens qui sont pas en accord avec ça, alors qu'il se fait poursuivre, alors que lui tente de dire la vérité. De ce côté-là, on voit qu'il y a des espèces de personnages, probablement comme celui d'Emily Blunt, qui est un peu extraterrestre, qui on ne sait pas encore s'il est avec lui, contre lui, pour lui, qui veut que le secret sorte ou reste ou quoi que ce soit. Fait que genre quand même un 2h25, je pense, 2h30. 2h25, pardon. D'aventure. Il y a des bonnes séquences d'action dans les bandes annonces, de poursuite en voiture. Il n'est pas sur le pilote automatique. Il n'est pas sur le cruise control, je pense, Steven. Écoute, c'est un retour au genre qui lui sied très bien. Les premiers échos sont extrêmement positifs. On parle d'un de ses meilleurs films dans les 20 dernières années. C'est pas peu dire. Fait que le hype est là. C'est inspiré d'un article du New York Times, en fait, paru en 2007, parce que c'est dans l'actualité aussi. Là, quand même, l'administration Trump pousse beaucoup pour déclassifier beaucoup de documents liés aux ovnis et tout ça. Fait que c'est une idée originale de Spielberg, donc soumis à Koepp, d'ailleurs, qui a fait une 40aine de versions du scénario avant d'avoir la bonne. Donc c'est énorme. Mais moi, il est auteur, il aime ça écrire, mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Au Québec... restons dans le domaine du surnaturel, peut-être. Surnaturel, du thriller. Un film de genre, Nervure, de Raymond Saint-Jean. Raymond Saint-Jean qui nous avait offert Crépuscule pour un tueur, sa dernière vue, il y a 3 ans à peu près. D'ailleurs, c'est co-scénarisé avec le scénariste Martin Girard, qu'ils ont refait équipe. Bodé. Avec Romane Denis, Marie-Thérèse Fortin, Sylvain Marcel et Richard Fréchette, aussi une belle tête de cinéma. Lorsqu'elle apprend que son père est malade, Isabelle décide de prendre la route vers Saint-Étienne, à plusieurs heures de Montréal, une espèce de petit village fantôme là, où il se passe plus grand-chose. Mais elle est sous le choc quand, en arrivant, sa mère va lui dire comme « Ah, ton père est mort il y a quelques jours, je voulais pas te déranger, fait que on passe à autre chose. » t'sais. Là, elle trouve que les circonstances sont très étranges et le comportement de sa mère devient de plus en plus erratique. Fait qu'elle va commencer à soupçonner qu'il se passe quelque chose de pas rond dans ce petit village, justement, isolé. Alors, elle enquêtera sur le voisinage et les étranges mœurs des habitants et de sa maman. Moi, je souligne que la réalisation de Raymond Saint-Jean est vraiment très efficace dans Nervure.
Je trouve qu'elle a vraiment réussi à garder le rythme du mystère une bonne partie du film. Là. On se demande vers où ça va naviguer, mais c'est surtout les maquillages, honnêtement, pour ce genre de film-là. Oui, cool. Les maquillages sont vraiment bien réussis. Ouais, on est un peu dans la science-fiction, donc on a des prothèses puis des enjeux visuels. C'est pas un film d'horreur, on est dans les codes du thriller d'horreur, mais c'est pas ça. Là. En fait, je trouve qu'il y a un lien de parenté avec Body Snatchers, beaucoup. Quand même, exact. On est plus dans cette taille. J'aime bien Marie-Thérèse Fortin. Oui, ça fait un petit moment qu'on l'avait vu au cinéma en un rôle majeur comme ça. Là. Fait que je recommande cette vue, ce film différent de ce qu'on voit d'habitude. Là, fait que on encourage ça. On sait qu'on n'en fait pas assez de films de genre au Québec, surtout dans ce genre-là. Fait que, en plus, on l'a dit d'entrée d'épisode, les gros succès des youtubeurs là, qu'on voit ces temps-ci, puis tout, c'est des films d'horreur aussi. Est-ce qu'il faut faire juste du cinéma d'horreur? Non, mais c'est vraiment populaire. C'est vraiment un phénomène pour le cinéma, le cinéma d'horreur. Il y a quelque chose d'encore plus. Voyez-le maintenant, voyez-le tout de suite. Voyez-le en gang. C'est une communion, effectivement, de groupe. Et on peut faire des très bonnes choses avec peu de moyens. Fait que c'est quand même intéressant aussi. Et c'est une belle façon de fidéliser notre public, le jeune public au cinéma québécois. C'est ça. Fait qu'on devrait rencontrer l'équipe on va avoir un pour un épisode spécial la semaine prochaine. Oui, j'ai bien hâte. Alors, on va complètement ailleurs. Oui, mais on garde un petit peu de québécois avec ça. Qui brille au combat de Joséphine Japy. C'est sauf erreur, le premier film en France pour Pierre-Yves Cardinal. Oui. J'imagine suite au succès de Simple comme Sylvain. On avait eu plus tôt cette année Magali Lépine-Blondeau dans un film français. Là, c'est autour à Pierre-Yves. Monia Chakri qui tourne aussi. Ouais, elle faisait déjà. Mais là, ça a explosé quand même depuis le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de jaser avec Pierre-Yves Cardinal. C'est tout chaud, il y a quelques minutes. Oui, tout à fait. Donc, ça va arriver bientôt sur monciné.ca. Mais il mentionnait que, il y a eu Simple comme Sylvain, mais aussi Au revoir le bonheur, qui avait gagné un grand prix au Festival d'humour d'Alpuez. C'est vrai, lui, il faisait le père dans les flashbacks. Donc, et Joséphine était membre du jury. Et c'est là qu'elle l'a remarqué la première fois. Ah, cool. Ça met aussi en vedette Mélanie Laurent dans les noms connus. C'est une famille qui a un de ses enfants qui souffre deux filles, donc la plus jeune a un lourd handicap, mais qui est encore comme inconnu, handicap mental. C'est Bertille. Ils essaient d'avoir un diagnostic, ils ne savent pas exactement. Des fois, elle se blesse, elle semble être fragile aussi de ses os, là, de ses membres. Et c'est quelqu'un qui ne communique pas, donc verbalement ne peut pas parler. Exactement. Fait que la famille vit dans un équilibre fragile, puis tout le monde a besoin de beaucoup d'énergie, puis d'amour, puis de temps. Puis ce qu'on voit, c'est que ça devient une difficulté pour tous les membres, pour la mère qui est là 100% du temps avec la fille, pour le père qui, lui, il voyage, travaille sa route, il revient, puis des fois, c'est un peu drainant de revenir à la maison dans ce chaos-là. Puis je dis pas que c'est plus facile ou dur pour un autre, là, c'est juste que le film nous montre. La sœur aussi qui essaie de vivre sa vie puis de s'émanciper, mais qui veut aussi protéger sa sœur puis la vision que les gens ont d'elle, parce qu'ils sont pleins d'amour, là, mais en même temps, c'est difficile. Ils disent aussi des conversations. Si nous, on meurt, qu'est-ce qui se passe? Si elle meurt, elle serait-elle plus heureuse? Es-tu heureuse, dans le fond, à être comme... à voquer comme ça, exactement. Tu sais, elle n'est pas en chaise roulante, elle marche, mais elle est du chaos ambulant aussi quand même. Là, tu sais. Fait que chacun se construit puis vit comme il peut. Puis, c'est une histoire qui est inspirée de la vie de, justement, Joséphine Japy. Fait que j'imagine que c'est elle-même qui a une sœur Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Fait que t'en as pensé quoi, toi, de ce moi, film? J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est venu me chercher personnellement parce que j'ai connu une fille qui a le même syndrome. Ah oui, OK. Donc, la petite fille de la première gardienne de ma fille avait ce syndrome-là. Donc, quand on l'a connue, elle avait déjà 14-15 ans qu'on allait la chercher ou porter notre fille à la garderie. Donc, nécessairement, on la croisait. Et c'est vraiment bien joué à ce niveau-là, bien recréé. C'est une actrice qui joue, c'est ça. Sarah Pachou, qui est bluffante, elle est incroyable. Ouais. Mais je me posais la question, puis j'étais comme, OK, ils ont comme dû cadrer, puis tu sais, je sais pas, j'ai bon mot, mais c'est contrôlé, puis tout, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, non, on imite, mais t'as un peu pas le choix, sinon ce serait impossible de faire un film là, comme ça. Oui, tout à fait. D'autant plus remarquable, Joséphine Japy, c'est son premier film en tant que réalisatrice, c'est une comédienne aussi à la base, mais une comédienne qui est quand même toute jeune, elle a 31, elle a débuté d'ailleurs, je sais pas avec Mélanie Laurent, mais en tout cas, dans ses premiers rôles, elle avait tourné dans un film de Mélanie Laurent. Alors, elle lui renvoie l'ascenseur cette fois-ci. Ouais, on oublie, c'est ça. Mélanie a fait de tout. Oui, c'est ça. Ouais.
Mais Joséphine, un peu comme Natalie Portman, a pris du temps pour étudier. Elle a fait un bac et tout ça, des études universitaires. Fait que je pense qu'elle doit être quelqu'un de très intelligente, observatrice. Mais non, un film tout intimiste, mais rempli d'humanité, de lumière encore là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Pierre-Yves Cardinal fait la job, honnêtement, parce qu'il joue pas un Québécois, mais il joue vraiment un Français. Exact, ouais. Faut le souligner. Puis ça passe très bien. Il y a de très belles scènes aussi entre lui et Mélanie Laurent. Que j'ai trouvé très émouvant. Donc, justement, pur. Puis comment on dit ça, quand tu te livres, là... sensible. À cœur ouvert. Ouais, c'est ça, là, sans armure. En rafale, le 12 juin, il y a aussi la comédie, ça va être plus limité comme sortie, mais la comédie parodique, parce que une semaine après film de peur, Stop That Train de Adam Shankman, lui qui est derrière les Wedding Planner, Hairspray, puis des films quand même iconiques pour la culture LGBTQ. Parce qu'ici, c'est un film de drag queen quand même, avec RuPaul, Ginger Minj, Jujubee. On a une parodie de film catastrophe dans un train de luxe à grande vitesse, que là, il y a des problèmes, puis ça va crasher, fait qu'il faut intervenir. RuPaul joue le président, la présidente des États-Unis, dans le fond, et tout. Fait qu'il y a vraiment une communauté pour ça. RuPaul's Drag Race, Canada's Drag Race, oui, c'est ça. Fait qu'à Montréal, c'est certain que ça va prendre l'affiche. Là. Pour tout le reste, je le sais pas. Ça va être des projections événementielles, comment ça va sortir. Mais ça s'en vient. Voilà. Moi, à la maison, il y a des enthousiastes de l'univers RuPaul. Oui. Pour les fans de Tapoche aussi, ça va être plus limité. Mais The Furious de Kenji Tanigaki, qui est un réalisateur de films d'action de cinéma de Hong Kong. Et là, on est dans une espèce de gros film international, là, quand même, Hong Kong, Chine, les Américains produisent ça aussi, c'est pas juste un film acquis, ce qui rappelle un peu The Raid à l'époque. Et là, je sais pas si lui, je le prononce comme faux, mais Chao Miao, mais Joe Daslim, puis Yayan Ruyan, toutes des faces qu'on voit dans des gros films d'action, justement dans les... je viens de dire dans les Raids, mais aussi dans des... Keanu Reeves, John Wick. Ouais, c'est ça. Les Yayan, ça fait des méchants là-dedans. Je vois qu'il y a un bon buzz là, qui commence à circuler là-dessus. Les critiques sont c'est très positif. Oui, c'est ça. Mais c'est un film comme de 2025 que je joue dans des festivals de même. Puis là, il arrive là à l'été. C'est Lionsgate, donc Cineplex Pictures qui apporte ça au Canada. Mais le fait que c'est juste en anglais, multilingue, mais principalement de l'anglais, fait qu'avec sous-titres anglais à l'occasion, c'est ça, là, ça ira pas dans tous les marchés. Là. Je pense pas que ça va jouer au Saguenay. Là, mais fait que j'ai pas vu, mais c'est quand même mon genre, j'adore ça. Moi aussi, fait que je suis curieux de le voir. Fait que, à suivre pour ça. On s'en va au 19 juin avec le temps attendu, parce que je crois qu'il y a des films de famille, il y en a qui sont on en attend un nouveau là, depuis plusieurs semaines, et c'est Histoire de jouets 5, Toy Story 5 de Andrew Stanton, lui qui a travaillé sur... c'est sa première fois, je pense, dans l'univers Toy Story, à moins qu'il ait écrit. Il a co-scénarisé tous les films, mais c'est le premier qu'il réalise. Parce qu'en réalisation, il était plus chez Wall-E, dans l'univers Nemo, Dory. Effectivement. Fait quand même Wall-E, Finding Nemo, deux des meilleurs Pixar. Fait que je suis très excité. Oui, c'est ça. Là, c'est encore un peu la même gang. Là. Il y en a qui sont disparates, mais qui vont venir s'aider. Ça va tourner un petit peu plus autour de Jessie, qui est un peu la leader maintenant du pack des jouets qu'on connaît. Et c'est parce que, là, je sais pas le nom de l'enfant, mais cet enfant-là reçoit un genre de iPad. C'est Bonnie? Encore, OK. Et plus vieille, elle reçoit une espèce de tablette iPad-ish. Les smart games. Ouais, qui peut être sur Internet puis avoir les réponses à tout. Fait que là, ça devient le conflit de la technologie versus les jouets et l'imagination. Quand même très d'actualité, ce truc. Fait que ça sort le 19 juin. Je sais pas si t'as d'autres choses à... on l'a pas vu. Non, c'est ça. Mais Taylor Swift a composé une chanson. C'est vrai, ça a été révélé... Ça sortait aujourd'hui? Ça se peut. Il me semble que j'avais entendu que ça sortait 2 semaines avant, fait que je pense que c'est aujourd'hui même. Elle remplace Sarah McLachlan, entre autres, qu'elle avait fait la tune du 2, mais je me rappelle plus 3 puis 4, c'était qui? Je sais pas. Je me souviens juste de You Got a Friend in Me, qui est beaucoup plus vieux. Qui est la première du premier film. Mais la chanson de McLachlan du 2 était très bonne aussi. Donc moi, j'ai hâte de voir. Moi, honnêtement, c'est dans mes films d'animation familiaux préférés, mais Pixar aussi, fait que... Je suis vraiment pas à jour. Autant j'ai été marqué par le 1, le 2, j'avais le bon âge, mais après ça, j'ai pas écouté les autres. Puis tout le monde dit, le 3, tu pleures, ça aurait dû gagner un Oscar, puis je les ai pas vus. Je sais pas. Un jour, peut-être. Donc, ce serait peut-être l'occasion de faire un épisode spécial Toy Story, peut-être? Jason de ça. Victor, comme tout le monde, de Pascal Bonitzer. Je sais pas si t'avais pogné ça, j'en ai oublié de t'en parler. Ça a changé de date une couple de fois, mais c'est rendu le 19 juin. Avec Fabrice
Lucchini, qui est un bien-aimé des Québécois et Québécoises, aussi Chiara Mastroianni. Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini, un petit jeu de mots là-dessus, traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots de Victor Hugo. Fait que c'est une espèce de conférence animée, lettre d'amour à Hugo. Qu'il fait dans la vraie vie, d'ailleurs. Oui, exactement, c'est ça. Jusqu'au jour où va réapparaître sa fille qu'il n'a pas vu grandir. Alors, est-ce qu'il y aura une occasion de prouver, de se lier à elle, si on veut, de se rattraper un peu le temps perdu. Fait qu'il y a un mélange de ça, de réalité, tu sais, Lucchini joue souvent à Lucchini, là. C'est rare qu'il joue, à part s'il a vraiment une moustache puis un chapeau, là, mais sinon, il est proche de lui-même, là. Fait que je pense que c'est tout désigné pour un certain public de cinéma. Pascal Bonitzer, il a écrit beaucoup de films, mais en réalisation, très récemment, Maigret, Le Mort amoureux, Le Tableau volé. Il y a un cinéma qui est comme un petit peu différent, qui a une petite, je sais pas, pincée de magie, de brin de folie, là, je trouve, dans la manière de raconter ses récits. C'est pas complètement fly-bin, mais ça pourrait être très formel, puis je trouve que c'est juste un petit peu sa ligne d'être champ gauche. Oui, et j'ai eu l'occasion, moi, d'interviewer Pascal Bonitzer à Annie France, donc ça va suivre également comme papier. Mais ce qui est intéressant derrière l'histoire, c'est que c'était sa conjointe qui devait réaliser le film, Sophie Filière, qui est une actrice, mais aussi réalisatrice. Je joue entre autres dans les films de Justine Triet, Victoria, Anatomie d'une chute, mais qui est décédée 2 ans d'une maladie. Donc, finalement, il a repris un peu le flambeau suite un peu à l'assistance de ses enfants qui lui recommandaient de compléter le film et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il est né. Oui, parce qu'il est assez âgé, lui aussi. Oui, quand même, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a droit à comme 2 films en l'espace de quelques mois. Oui, puis là, c'est aussi l'acquisition, puis comment ça marche, puis là, les films arrivent en même temps. Oui, mais les deux sont, je pense qu'ils sortaient même en France. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est le même délai, c'est juste que nous, on est 5-6 mois en retard. Pour les amateurs de cinéma indépendant américain, The Death of Robin Hood, la mort de Robin des Bois de Michael Sarnowski, lui qui nous a offert autant l'intimiste et Indie Pig que le gros A Quiet Place Day One. Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård et Noah Jupe. Hanté par son passé après une vie de crime et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l'issue d'un combat qu'il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption. Fait que là, on n'est pas dans l'idée du gentil Robin des Bois, genre Disney, Kevin Costner. Ouais, ou le renard là, de Disney qui vole aux riches pour donner aux pauvres. C'est plus sous ses écrits que Robin des Bois serait juste... dans ce temps-là, c'était extrêmement violent, puis lui, il était plus violent que les autres, fait que c'est comme ça qu'il survivait. Fait que je pense que c'est un film qui va être assez sombre, brutal, la face pleine de boîtes. Donc ça dit déjà le ton. Exactement. Mais j'adore mon Hugh Jackman quand il fait beaucoup, tu sais, de Wolverine, de blockbuster, de gros films, mais des trucs plus pointus qu'il a fait comme... Prisoners, Prestige, Eddie the Eagle aussi, qui était beaucoup plus léger. Fait que c'est quelqu'un de très charismatique. Et j'avais adoré Pig aussi quand c'était sorti. C'était un de mes coups de cœur de l'année. Ce qu'il avait fait justement avec Nicolas Cage d'y redonner du street cred de drame, de comédien de profondeur. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je suis bien curieux de voir ça. Il va y avoir une version française aussi du film, justement. Ça va être une belle surprise. Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un des premiers contes de Robin des Bois. Donc, je n'étais pas certain si ça avait été inventé pour le cinéma, mais c'est vraiment un des premiers contes qui était vraiment plus sombre, effectivement. C'est ça, et avec le temps qu'on a embelli un peu dans cette légende-là de Robin des Bois. Ça va être un peu une mise en bouche pour l'Odyssée un mois plus tard, j'ai l'impression, dans cette adaptation sombre de contes. Pour les amateurs de documentaires et de belles images... Un phénomène qui arrive. Là. Oui, Le Chant des forêts de Vincent Munier. Je pense plus d'1 million d'entrées en France. Ouais. Gros buzz. Et Vincent avait eu aussi un énorme succès avec son précédent documentaire La Panthère des Neiges, qui au Québec aussi avait bien fonctionné. Cette fois-ci, c'est qu'il s'en va au cœur des forêts des Vosges. Je ne sais pas trop quelle région de France c'est. Mais ce qui peut ressembler quand même, je pense, aux forêts boréales canadiennes. C'est là qu'il a tout appris
ses connaissances forestières avec son père Michel, qui est un naturaliste et non un naturiste. Quoique peut-être, mais c'est pas au cœur du récit Ça ici. sera le prochain film de Qui ont passé leur vie très proche des bois à travailler dans la forêt, justement. Mais là, ils veulent transmettre ça à Simon, donc le fils de Vincent. Alors, c'est 3 générations, 3 regards différents sur la vie sauvage et leur fascination et leur émerveillement, tu sais. Fait qu'on va voir avec eux, les autres comédiens, entre guillemets, c'est des animaux sauvages, c'est leur capture, c'est-à-dire photographique, là. Je pense pas qu'ils tuent et mangent tout ce qu'ils voient, là, mais des cerfs, des oiseaux rares, des renards, des lynx, des mammifères et tout. Fait que je sais qu'il y a des premières qui commencent partout en région, les billets s'envolent vite, que ce soit en tirage ou en vente. Fait que je pense que le film est très attendu. Ouais, il faut dire qu'il avait remporté le César du meilleur documentaire et du meilleur son aussi. Puis c'est encore... c'est pas... comment il s'appelle dans l'Australien? Nick Cave. Ouais, c'est parce que souvent Nick Cave et Warren Ellis font de la musique ensemble. Là, je pense pas qu'il y a Nick Cave, mais il y a Warren Ellis qui fait la musique. Puis je pense qu'il l'avait fait pour La Panthère des Neiges aussi. Là. Fait que c'est des très bons musiciens qui collent leur musique à l'image et tout. Fait que j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais ça semble très très bon pour le chant des forêts. Dans les plus pointus, il y a aussi un documentaire, L'amour du gros ballon de Miguel Lambert, qui est le portrait de l'équipe canadienne de kinball. Oui, ce sport existe encore, il est encore en force. En fait, ça revient même à la mode. Ah ouais. Et ils s'envolent vers la Corée du Sud pour un championnat mondial. Fait que c'est un peu les dessous de comment leur perception et du sport, mais aussi comment ils vivent ça. Puis tu sais, je pense pas qu'ils gagnent leur vie avec ça. Fait qu'ils doivent avoir d'autres jobs, prendre congé, ramasser de l'argent pour faire ça. Ma connaissance, il n'y a pas de ligue de kinball professionnelle. Ouais, c'est ça. Tu sais, hier, on est allé au Capital de Québec en se disant qu'ils gagnent à peu près 15 000 $ par année pour faire ça. Fait que je pense pas qu'au kinball, t'as des gros salaires. Là. T'as peut-être une bourse si tu gagnes le championnat, mais that's that. Là. Tu retrouves des commanditaires. Et le drame d'horreur australien. Les Australiens sont très bons avec l'horreur. Levicticus de Adrienne Chiarella. Un premier film. Ce sera en anglais seulement. 2 adolescents aux amours contrariés, on est dans le LGBTQ, doivent échapper à une identité violente qui prend la forme de la personne qu'ils désirent, c'est-à-dire l'un l'autre. Fait que pour un, c'est le monstre, pour l'autre. Fait que j'imagine qu'il y a un double sens à toute cette chose-là. C'est du Neon. C'est pas A24, c'est Neon cette fois, mais qui a acheté ce film australien, exact, qui peut rappeler aussi ce qu'on avait eu avec les frères Philippou, qui sont aussi des créateurs de YouTube et tout. YouTube, l'horreur, les jeunes mecs, ça s'en vient beaucoup. Les sorties du 26 juin, juste 4 semaines ce mois de juin. Ben, mois normal, c'est plus parce que mai, il y avait eu 5 vendredis. Et juillet aussi aura 5 vendredis. Bref, Supergirl de Craig Gillespie, 2e volet du nouvel univers de James Gunn, du DC Universe. Qu'on avait aperçu dans le dernier Superman. On l'avait teasé c'est ça, un petit peu. Qui est un peu sa cousine sur le party. Là. Voilà. Craig Gillespie qui tire dans toutes les directions là, avec du iTonya puis Lars and the Real Girls, mais Cruella puis j'oublie, il y avait eu un autre gros film, il me semble, je pense. Là. Puis aussi le document, pas le documentaire, mais la fiction sur GameStop là, avec Paul Dano puis tout. Fait que là, il est dans du gros blockbuster de super-héros phonés. Il n'y a pas de Marvel cet été, fait que sauf erreur, il y a Masters of the Universe. Spider-Man, fin juillet. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est qui sort par Sony, j'y ai pas pensé. Mais oui, ok. Fait que, comme d'hab, 2-3 films de super-héros. Finalement, il n'y a rien qui change. Millie Alcock, Jason Momoa, qui est très heureux de faire, j'ai oublié de noter son nom, mais Lobo. C'est un peu le pendant Deadpool pour le DC Comics. Là. Fait que, genre de personnage quand même ultra violent, mais sympathique. Très, qui est beaucoup dans l'autodérision et tout ça. Okay. C'est quand même drôle parce que Momoa avait incarné Aquaman dans l'autre incarnation dans l'autre version cinématographique. Fait qu'il revient, mais dans un autre personnage. Puis il paraît que lui, Lobo, c'était celui qu'il rêvait de faire, mais que c'était moins... C'était moins dans les plans qu'il y ait un Lobo au cinéma, disons. À cette époque-là, effectivement. David Corenswet va faire un petit passage en tant que Superman. Et, parce qu'on a déjà annoncé le tournage du 2e Superman, qui est en cours déjà en ce moment. Là, fait qu'on est vraiment dans l'univers Superman pour James Gunn pour l'instant et tout. Ça semble plus une aventure cosmique d'ailleurs, là, un peu à la Guardian Galaxy. Là, exactement. Puis tu sais, Momoa, je pense que justement, Lobo, il est un genre de mercenaire. Fait que je pense que Gun to Hire, qui
qui va travailler avec elle, qui veut... lorsqu'un adversaire aussi impitoyable qu'inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contre-cœur avec un improbable compagnon et s'engage dans une odyssée cosmique où justice et vengeance se confondent. Et on a annoncé running time d'1h50. Ah. Et je trouve ça très frais pour le genre, surtout avec un maître de l'univers à 2h15 et des choses comme ça. On a tendance facilement dans les films de super-héros à dépasser le 2h. Oui. Fait que pour des fois essayer de nous faire croire qu'il y a de la profondeur là où il n'y en a pas nécessairement. Fait que si on est plus installé dans les gags, dans du rythme, dans passer un bon moment et se divertir, comme les derniers Marvel étaient plus comme ça, ben je serais à base. Je suis curieux de voir justement où est-ce que... À base, c'est pas un personnage, même Superman, c'est pas des personnages que moi j'affectionne tant que ça, mais James Gunn, oui, je l'affectionne, fait que j'aime bien ça, voir où ça va. Moi aussi, je suis prêt à lui laisser sa chance. D'ailleurs, c'est la 3e fois qu'on voit Supergirl au cinéma. Ah ouais? On l'avait vu en 2022-23 avec The Flash. Oui. Dans les derniers balbutiements, c'était Sasha Calle qui jouait Supergirl. Et en 1900... C'était un shit show. Ouais. Puis en 1984, donc dans la foulée des Superman de Christopher Reeve, on avait tenté de redonner du souffle avec Supergirl, avec Ellen Slater, mais ça avait été un échec monumental. C'était un film stand-alone, Supergirl. OK. Mais dans l'univers du film de Reeves, même si on le voyait pas apparaître. OK, c'est fait que voilà, Supergirl, ça va être le gros film de popcorn ce week-end-là. Mais pour les amateurs de coups dans les noix, Jackass Best and Last, donc le meilleur pour la fin, qui s'appelle en français. Et on retrouve la gang Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pointus, Jason Weeman. Fait que tout le monde sauf genre Bam parce qu'ils sont en chicane, puis l'autre qui est décédé, j'oublie son nom, je m'en excuse. On annonce que c'est le 5e et dernier volet de la franchise. C'est vrai que dans le dernier film déjà, Knoxville, ils sont plus en présentation, sont là, ils font des affaires plus tranquilles, puis ils ont une espèce de nouvelle relève là, qui se fait bardasser pas mal plus. Écoute, ben encore là, je suis pas mal sûr qu'ils peuvent continuer à gagner des fans. J'allais dire que la plupart doivent être le même corps. C'est aussi des films, si ça vous intéresse. Là, je me souviens que le dernier était sorti en février, par exemple, mais tu sais, c'est comme... C'est une grosse première fin de semaine, une deuxième fin de semaine, puis tout de suite après, ça perd ses écrans. C'est événementiel, dans le fond, comme truc. Donc ça sort le 26 juin. C'est les 2 films majeurs, mais j'aimerais souligner l'attention d'un petit film, une petite comédie française qui s'appelle Baise en ville de Martin Jova. Et c'est un de mes coups de cœur. C'est quelque chose qui surfe, disons, du soft Quentin Dupieux, là, pas aussi absurde que ça. Plus proche peut-être d'un Ville et Misérable dans sa manière d'être. C'est Martin Jova qui est le rôle principal, là, qui joue cette espèce d'ado puceau. C'est un genre de coming of age, fait qu'on va être dans les thèmes classiques en comédie. Il y a Emmanuel Berco aussi qui va jouer l'instructrice la monitrice d'auto-école. Quand sa mère menace de le virer de la maison familiale s'il se bouge pas les fesses, Sprite, je pense, se retrouve coincé dans un paradoxe. Il doit passer son permis de conduire pour trouver un travail, mais il a besoin de trouver un travail pour payer pour son permis de conduire. Fait que son instructrice, justement, Marie-Charlotte, jouée par Emmanuel Berco, a un peu le cœur sur la main, puis elle va y parler parce qu'il va se trouver une job de... C'est là que ça devient un peu Ville et Misérable-esque, de nettoyage d'après-party. Okay. Fait que c'est des chiffres de nuit que quand les gens ont fini de faire la boum, ben là, lui puis l'autre gars qui est très coloré, mais aussi un petit peu pogné, là, mais un adulte, là, ils vont comme tout nettoyer en un temps record et tout, sauf que là, il se retrouve à devoir... il sait pas comment se rendre à son travail. Fait que c'est là qu'il va se faire parler d'un baise en ville. Ce qu'on utilise. Un baise en ville, dans le fond, c'est un petit sac que tu mets tes objets pour te permettre de découcher. Alors, brosse à dents, sous-vêtements, désodorisant, charge à cellulaire. Un peu une sacoche pour la plupart des femmes, mais ajoute, mettons, quelque chose pour passer la nuit. Mais pour les hommes aussi, fait qu'il y a sa petite besace comme ça. Fait que son but, c'est comme d'avoir des dates, puis de se trouver, tu sais, avec une appli, de dire, t'as juste à avoir une date dans la soirée, couche là, mais là, lève-toi dans la nuit, va faire ton chiffre parce que t'étais proche. Puis là, après, le lendemain,
le matin, après ton chiffre de travail, prends le bus. Fait qu'il se retrouve un peu dans cette galère-là. Ça fait pas un film non plus à la American Pie de genre, ouais, faut que je fourre des filles, là. C'est parce que justement, il est un peu mal à l'aise avec ça. Il se met plus dans des situations embarrassantes. C'est pas nécessairement une comédie. Je décrirais pas comme une comédie sexuelle, là. C'est plus cette émancipation, se trouver dans cette espèce de petite folie-là impossible de ce travail-là et cet enjeu-là. Un là. peu dans l'humour? Ouais, mais pas de cringe, là, pas de l'humour cringe, plus de justement là, des non-dits là, de deux personnes gênées qui se retrouvent à faire ça. Ou il y a des dates que finalement il fait juste parler avec le père en écoutant un documentaire sur les requins en bas, puis comme ah non, ça me tente pas parce qu'il est trop gêné un peu. Fait que ouais, je pense que ça va probablement passer sous le radar, mais c'est pour ça que j'ai essayé de le mettre de l'avant. Ouais. J'ai beaucoup aimé Baise en ville, puis j'ai vu que Martin Jova, c'est genre son 4-5e film, fait que je vais essayer de découvrir, peut-être plonger dans cet univers-là. Et il y a le documentaire biographique Amadou et Mariam sont du Mali, sur ce duo iconique de musiciens, écoute, je veux dire africains, là, puis je me souviens plus exactement d'où du ils Mali, sont. ouais, Du Mali, ben oui. C'est des fois de même, hein. C'est dans notre face, mais on le voit pas. Fait que c'est vraiment ça reparle de leur vie et tout. C'est parce que dans les dernières années, alors qu'ils enregistraient leur dernier album, il est arrivé quelque chose de tragique. Ben, c'est connu, Amadou est décédé. Fait que là, Mariam a continué la carrière en solo. Fait qu'un peu la résilience puis le travail qu'il y a eu autour, mais on prend le temps le réalisateur Ryan Marley prend le temps de remettre comment le band est arrivé, comment ça a vu le jour, l'influence qu'il y a eu sur d'autres artistes, des collaborations qu'ils ont eu avec des artistes contemporains et jeunes et tout. Fait que ça sort aussi dans le cadre du Festival de jazz de Montréal, le Festival Québec Jazz, pour ça aussi que le 3 juillet, il y a un documentaire sur Uzeb. Fait que là, la fin juin, début juillet est très jazz. Alors, puis tu sais, c'est Amadou Mariam, c'est pop jazz, c'est plus musique du monde, là, disons que moins Uzeb qui est ça du pur jazz fusion. Là. Fait que voilà, j'avais vraiment apprécié. C'est des artistes que je connaissais pas, puis c'est très. C'est ça, c'est très coloré, ça fait musique estivale, c'est des sonorités, c'est une formule pop qu'on connaît de couplet-refrain, mais avec des sonorités qui sont un peu différentes, fait que c'est vraiment cool, qui sont différentes, qui sont pas ce qu'on entend habituellement, même s'ils ont des guitares électriques puis des batteries, là. Fait que ça fait le tour pour les sorties de juin. Toi, c'est quoi les films que t'attends le plus? Parce qu'on a vu certains des films, mais là, l'été, il y a plus de blockbusters américains, fait qu'on a moins ces exclusivités-là à l'avance. Là. Moi, c'est certain que Spielberg, je suis là. J'ai moi aussi, je pense que c'est ma plus grosse attente de juin. Étant fan de Toy Story, comme je le disais, c'est certain que je ne raterai pas ça. Et puis, là, je pense que tu me donnes... tu piques ma curiosité avec Baise en ville. Je l'avais vu passer un peu synopsis et tout ça. Je pense que c'est un peu mon genre d'humour aussi. C'est à moins le côté, tu sais, vaudeville des Didier Bourdon puis des comédies plus grand public françaises qu'on voit. Là. Il y a plus un côté film d'auteur à ça, si on veut. Et toi? Curieux de Death of Robin Hood. Ouais. C'est dur à dire. On met des fois moins nos appréciations, mais je suis pas sûr si je pense que soit je vais capoter ou je vais trouver ça correct. Mais j'ai vraiment capoté sur Pig. Fait que j'ai bien hâte de voir. J'aime Hugh Jackman. Mais je veux pas me faire trop de grosses attentes. Puis fait que j'écoute pas trop de bande-annonce, je laisse ça cryptique. Ça peut peut-être ressembler à un Northman, je sais pas trop exactement. Fait que c'est lui qui pique le plus, disons, ma curiosité. Tu sais, Disclosure, j'y vais les yeux fermés. Celle-là, je suis plus comme, OK, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va être. Puis dans les gros films, Supergirl, je pense que ça va être c'est plus de voir où ça s'en va, cette affaire-là, parce que de base, c'est pas des personnages qui m'intéressent, mais j'aime bien les films de super-héros, cet univers-là de tapoche, de popcorn. Mais, tu sais, en fait, honnêtement, mon intérêt pour Supergirl est égal à mon intérêt pour Spider-Man. Je suis pas... Tu sais, j'aime ça, mais je suis un peu las, comme tout le monde, parce qu'il y en a trop eu. Fait que je suis pas découragé. J'apprécie aller les revoir, mais je suis comme... OK, tu sais, qu'est-ce que vous avez à offrir? Là, j'ai pas d'attente. Mes attentes sont d'être diverti pendant 2 heures. Ils sont pas de genre, ça va transcender le cinéma, puis ça va capoter, puis tu sais. Fait que, vraiment, fait que curieux de voir. Je pense que c'est souvent la meilleure attitude d'avoir. Une sortie par semaine, là. Oui. Voilà. Fait que sinon, on se reparle. Non, comme dit, on risque d'avoir, je suis toujours pas jinxé, mais un épisode spécial de Nerveur avec l'équipe de ce film québécois. Oui. Puis après, c'est plus en juillet qu'il va y avoir d'autres films québécois. Si on a la chance, on fera aussi des épisodes avec les équipes à voir, là. Françoise, 125 des malaises, je suis pas sûr qu'il va y avoir une tournée promo. Puis Rédemption à la fin de l'été, à fin juillet. Fait que, puis on quand même de gros morceaux, ça va être...
de Ouais, beaux ouais. épisodes, honnêtement. Ben oui, puis en plus, ça fait beaucoup de gros films qui sont très succincts, là, dont 2 comédies. Fait que se succèdent rapidement, mettons. Pour le temps d'écran, ça va peut-être jouer du coude. Et sinon, ben, on se reparle au début juillet pour présenter les sorties de juillet au travers de nos vacances. Voilà.